La scène brillait. Le laboratoire restait sombre ce soir-là. Les ambassades étrangères financent volontiers festivals, prix artistiques et vitrines médiatiques. Quand il s'agit de science, de laboratoire, d'innovation ou d'agriculture appliquée, le silence domine, alors que dans bien des pays, la recherche et le développement restent sous 1% du PIB et que les universités manquent d'équipements de base, forçant des jeunes scientifiques et ingénieurs à partir pour simplement pouvoir travailler. Que change ce constat, demande Ibrahim Traoré, pour ceux qui regardent aujourd'hui. La vraie puissance se programme, pas se chante. Dans la suite, le propos n'est pas de nier la valeur de la culture, ni de condamner ceux qui montent sur scène. Vous verrez comment des priorités déplacées fabriquent une dépendance collective durable. Le cœur du problème, décrit ici, est un déséquilibre ancien. Un continent largement soutenu lorsqu'il s'agit de performances visibles, mais systématiquement sous-financé dès qu'il cherche à produire du savoir. Les festivals, prix artistiques et événements médiatisés trouvent des appuis constants, tandis que la science, la recherche et l'innovation restent relégués au second plan. Dans de nombreux pays, le budget consacré à la recherche et au développement demeure inférieur à 1% du PIB, un niveau insuffisant pour faire fonctionner des universités, équiper des laboratoires ou maintenir des projets sur la durée. Cette réalité n'est pas abstraite. Elle façonne des trajectoires individuelles, pousse des ingénieurs et des scientifiques à partir et installe une dépendance silencieuse. La question n'est donc plus seulement culturelle, mais stratégique. Que devient une société quand elle apprend à briller, sans apprendre à construire? Le déséquilibre n'est pas une impression récente, il est mesurable et ancien. Dans de nombreux pays africains, la recherche et le développement restent en dessous de 1% du PIB, un seuil qui empêche la constitution d'un écosystème scientifique fonctionnel et durable. Ce chiffre éclaire le propos porté par Ibrahim Traoré, non comme une accusation vague, mais comme la description d'une structure persistante. Le contexte est celui d'un financement international orienté vers la visibilité. Les programmes culturels, festivals, prix artistiques et initiatives médiatiques bénéficient d'un soutien constant, souvent bien relayé, valorisé et symboliquement puissant. En parallèle, les universités peinent à s'équiper, les laboratoires manquent de matériel de base et des projets scientifiques sont abandonnés faute de moyens continus. Cette asymétrie ne nie pas la culture, elle la place simplement là où elle devient plus facile à soutenir que la science, parce qu'elle est immédiatement montrable, photographiable et exportable. Ibrahim Traoré insiste sur un point précis. Le problème n'est pas l'existence de ces soutiens, mais leur concentration. Lorsque l'investissement privilégie ce qui rend un pays visible plutôt que ce qui le rend capable, les effets s'accumulent. Les jeunes chercheurs sont formés, puis bloqués. Les ingénieurs sont qualifiés, puis contraints de partir. Le savoir devient mobile, mais les infrastructures restent immobiles. Peu à peu, la dépendance se normalise. Ce cadre explique pourquoi le message résonne au-delà d'un discours ponctuel. Il touche à la manière dont les priorités façonnent les rêves collectifs. Quand une société voit la reconnaissance arriver par la scène plutôt que par le laboratoire, elle oriente naturellement ses aspirations. Ibrahim Traoré ne décrit pas une conspiration, mais un enchaînement logique. Ce qui est financé est valorisé, ce qui est valorisé est poursuivi, et ce qui n'est pas poursuivi finit par manquer. À ce stade, une question demeure ouverte. Comment ce déséquilibre se traduit-il concrètement dans la vie quotidienne, là où les chiffres deviennent des choix réels? L'impact de ce déséquilibre devient tangible lorsqu'on quitte les principes pour entrer dans des situations concrètes. Sur un campus universitaire dégradé, quelques étudiants travaillent autour d'une table usée, assemblant un dispositif rudimentaire à partir de composants récupérés. Leur objectif est simple et pratique: améliorer un filtre capable de purifier l'eau d'un puits contaminé dans un village voisin. Les essais sont répétés, notés avec rigueur, discutés tard dans la nuit. Les idées ne manquent donc pas, ni la motivation. Ce qui fait défaut est beaucoup plus prosaïque. Quelques milliers suffiraient pour acheter des matériaux fiables et transformer le prototype en solution utilisable. Les demandes de financement sont envoyées, redirigées, puis refusées, toujours pour la même raison: le projet n'entre pas dans les priorités actuelles. La recherche reste jugée trop lente, trop discrète, trop peu visible
pour mériter un soutien immédiat. À quelques kilomètres de là, au même moment, un festival culturel se déroule avec un budget conséquent, une couverture médiatique large et des invités internationaux. L'événement est célébré comme un signe de dynamisme et de progrès. Personne ne parle d'injustice. On évoque une orientation stratégique. C'est précisément ce contraste que souligne Ibrahim Traoré lorsqu'il parle de clarté plutôt que de colère. Il ne décrit pas un manque de talent, mais un ordre de priorité. Ces situations ne font pas la une, pourtant elles façonnent des choix durables. Elles déterminent qui persévère, qui renonce et qui part. Là, le débat cesse d'être abstrait. Il devient une question de trajectoires humaines et de capacités perdues. Avant que le message ne prenne forme publiquement, le schéma était déjà installé depuis des années. Les financements arrivèrent de manière régulière pour des événements visibles, porteurs d'images positives et faciles à diffuser. Les calendriers culturels se remplissaient, les scènes s'illuminaient et les discours officiels associaient ces moments à l'idée de progrès et d'ouverture. Dans le même temps, les demandes liées aux laboratoires, aux bourses de recherche ou à l'équipement universitaire avançaient lentement, souvent fragmentées, rarement prioritaires. Cette situation ne provoquait pas de rupture brutale, elle s'accumulait presque silencieusement. Le moment clé survient lorsque ce déséquilibre est formulé sans détour. Lors de son intervention, Ibrahim Traoré ne s'inscrit pas dans la dénonciation frontale. Il pose un constat simple, compréhensible, fondé sur des observations répétées. Il rappelle que personne ne conteste l'importance de la culture, mais que la culture ne peut pas remplacer la science. Il met en parallèle deux réalités qui coexistent sans se rencontrer. Des festivals bien financés et des universités en difficulté. Ce contraste, exprimé calmement, agit comme un révélateur. La salle se tait, non par surprise, mais parce que beaucoup reconnaissent cette logique qu'ils n'avaient jamais entendu formuler aussi clairement. Après ce moment, les réactions se déploient en plusieurs temps. D'abord l'attention, les mots circulent, repris, commentés, parfois déformés. Certains saluent une prise de conscience nécessaire. D'autres y voient une remise en cause inconfortable d'habitudes installées. Le message commence à dépasser le cadre d'un discours ponctuel pour devenir un point de référence dans des discussions plus larges sur les priorités nationales et continentales. Ce n'est plus seulement une question de financements extérieurs, mais de choix internes. Dans les jours et semaines qui suivent, le propos est réinterprété. On l'accuse parfois d'opposer culture et science, alors que l'argument initial portait sur leur déséquilibre. On lui reproche un ton jugé trop direct, précisément parce qu'il touche à des intérêts établis. Pourtant, le fond reste le même. Une société qui investit davantage dans ce qui est immédiatement visible que dans ce qui construit des capacités à long terme accepte, souvent sans le dire, une forme de dépendance durable. Ce tournant marque un avant et un après. Avant, le déséquilibre existait sans être nommé. Après, il devient difficile de l'ignorer. Le propos d'Ibrahim Traoré agit moins comme un choc que comme un point de non-retour. Une fois la question posée publiquement, elle continue de revenir dans les universités, chez les jeunes et dans les débats sur l'avenir. Reste alors à savoir comment cette prise de conscience peut se traduire en preuves concrètes et mesurables. La situation peut se résumer par une base claire puis un écart persistant. La base est connue. Dans de nombreux pays africains, la part du budget national consacrée à la recherche et au développement reste inférieure à 1% du PIB. L'écart apparaît lorsque cette base est comparée aux ambitions affichées en matière d'autonomie, d'innovation et de croissance à long terme. À ce niveau de financement, la science ne peut pas structurer un système complet, seulement survivre par fragments. Ce premier chiffre n'est pas abstrait. Il signifie des laboratoires partiellement équipés, des projets interrompus avant maturité et des carrières scientifiques instables. Avec moins de 1% du PIB, il devient impossible de maintenir des infrastructures, former des équipes durables et transformer la recherche en solutions concrètes. Ibrahim Traoré s'appuie sur cette réalité pour rappeler que la connaissance ne progresse pas par déclaration, mais par continuité budgétaire. Un deuxième indicateur renforce ce constat. Une part majeure des financements internationaux destinés à l'Afrique est orientée vers des secteurs culturels, médiatiques et événementiels, tandis que la science appliquée reçoit un soutien marginal. Ce déséquilibre n'est pas chiffré ici en valeur absolue,
mais il est observable dans la fréquence des événements soutenus et la rareté des appels à projets scientifiques de long terme. Le résultat est un flux constant de visibilité sans accumulation équivalente de capacités techniques. Un troisième élément apparaît dans les trajectoires humaines. La fuite des compétences n'est pas liée à un manque de formation, mais à l'absence d'écosystèmes capables d'absorber ces compétences. Former un ingénieur ou un chercheur sans lui offrir de conditions de travail revient à exporter indirectement l'investissement éducatif. Ce phénomène, répété sur plusieurs années, crée un déficit cumulatif de savoir-faire local, difficile à inverser rapidement. Ces données ne pointent pas d'un complot, mais une logique. Lorsque les budgets privilégient ce qui produit des images immédiates, les retours sont rapides mais superficiels. A l'inverse, la recherche exige du temps, de la discrétion et des résultats différés. Sans protection budgétaire, elle devient vulnérable aux cycles politiques et aux priorités changeantes. Ibrahim Traoré insiste sur cette différence de temporalité. Ce qui construit une souveraineté intellectuelle ne se mesure pas en semaines, mais en années. L'écart entre la base et le potentiel se creuse alors mécaniquement. Les universités forment, mais ne retiennent pas. Les idées émergent, mais ne s'industrialisent pas. Les innovations restent des prototypes. À terme, cette dynamique enferme les pays dans un rôle de consommateurs de technologies développées ailleurs, renforçant la dépendance que le discours prétend combattre. Ces preuves quantitatives ne disent pas tout, mais elles encadrent le débat. Elles montrent que le problème n'est ni symbolique ni émotionnel, mais structurel. La question devient alors inévitable. Si ces chiffres sont connus depuis longtemps, pourquoi le déséquilibre persiste-t-il et quels arguments continuent de le justifier? L'argument le plus souvent avancé pour défendre cette orientation repose sur le rôle de la culture comme levier d'influence. Selon cette lecture, les festivals, la musique, la mode et les événements artistiques constituent une forme de soft power accessible, capable d'améliorer l'image d'un pays, d'attirer des partenariats et de créer des opportunités économiques indirectes. La culture serait un langage universel, moins conflictuel, plus rapide à mobiliser que la science, et mieux adapté à des contextes budgétaires contraints. Dans cette perspective, investir dans la visibilité culturelle permettrait d'ouvrir des portes que la recherche plus lente et plus technique ne peut pas ouvrir seule. Un second argument complète cette position: la science est perçue comme coûteuse, risquée et peu rentable à court terme. Les résultats sont incertains, les délais longs et les succès rarement spectaculaires. Pour des gouvernements soumis à des cycles politiques courts, soutenir des projets visibles et immédiatement valorisables paraît plus rationnel que financer des laboratoires dont les bénéfices n'apparaîtront peut-être qu'après plusieurs années. Ce raisonnement ne nie pas l'importance de la connaissance, mais la relègue à plus tard. Ibrahim Traoré ne balaie pas ces arguments, il les reconnaît comme cohérents dans une logique de court terme. Sa réponse se situe ailleurs. Il rappelle que le soft power, sans hard capacity, reste fragile. Une image positive ne remplace pas la capacité à produire des médicaments, maîtriser l'agriculture ou développer des technologies adaptées. Sans base scientifique, l'influence culturelle dépend toujours de ressources extérieures. La science, contrairement à la culture événementielle, crée des effets cumulatifs. Un laboratoire équipé forme des générations successives. Une compétence maîtrisée réduit les importations et renforce l'autonomie. À long terme, le coût de la dépendance dépasse largement celui de l'investissement initial. Pour Ibrahim Traoré, la question n'est donc pas de choisir entre culture et science, mais de refuser que l'une serve d'alibi permanent à l'abandon de l'autre. Ce point marque un basculement dans la lecture du problème. Jusque-là, l'asymétrie pouvait être interprétée comme une suite d'erreurs, d'habitudes ou de contraintes budgétaires. À ce stade, Ibrahim Traoré introduit une autre grille de lecture, plus dérangeante. Lorsque les mêmes priorités se répètent pendant des décennies, malgré leurs effets visibles, elles cessent d'être accidentelles. Elles deviennent un système où ce qui distrait est encouragé et où ce qui émancipe reste marginal. Le cœur de cette révélation tient à une idée simple. Le pouvoir moderne ne s'impose plus par la force, mais par l'orientation de l'attention. Financer ce qui occupe les esprits,
tout en négligeant ce qui développe l'autonomie intellectuelle, produit une dépendance sans contrainte apparente, personne n'interdit d'apprendre, mais apprendre devient solitaire, coûteux et peu valorisé, tandis que la visibilité est immédiate et récompensée. Ibrahim Traoré relie ce mécanisme à l'ère numérique. Les écrans, les plateformes et les algorithmes ne sont pas neutres. Ils favorisent ce qui retient l'attention, pas ce qui renforce les capacités. Dans ce contexte, une société peut sembler libre, créative et expressive, tout en restant structurellement dépendante. La question n'est plus seulement budgétaire, elle devient cognitive. À partir de là, le débat change de nature. Si le déséquilibre est structurel, alors ses conséquences ne sont pas abstraites. Elles se touchent directement les États, les entreprises, les citoyens et l'ensemble de la région. Les effets de ce déséquilibre apparaissent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers une même fragilité structurelle. Pour les États, la première conséquence est la perte de marge de décision. Lorsqu'un pays ne maîtrise ni la recherche médicale, ni l'agriculture appliquée, ni les technologies clés, il dépend d'importations coûteuses et de partenariats conditionnés. Les politiques publiques deviennent réactives plutôt que stratégiques. Ibrahim Traoré souligne que cette dépendance limite la capacité à répondre aux crises sanitaires, alimentaires ou énergétiques sans aide extérieure. Du côté des entreprises, l'impact se traduit par un plafond invisible. Sans écosystème scientifique local, les entreprises restent cantonnées à des activités à faible valeur ajoutée. Elles assemblent, distribuent ou consomment des technologies conçues ailleurs. L'innovation locale peine à dépasser le stade du prototype, faute de laboratoires, de brevets et de soutien durable. Cette situation freine la création d'emplois qualifiés et empêche l'émergence de champions industriels capables de concurrencer à l'échelle régionale ou mondiale. Pour les citoyens, et en particulier les jeunes, les conséquences qui sont plus intimes. Les parcours d'excellence scientifique apparaissent comme risqués et solitaires, tandis que les trajectoires fondées sur la visibilité semblent plus accessibles. Cette perception influence les choix d'études, les rêves et les investissements personnels. Ibrahim Traoré insiste sur ce point. Une génération peut être talentueuse, mais orientée vers des objectifs qui ne renforcent pas son autonomie collective. Le coût se mesure en frustration individuelle et en talent perdu. À l'échelle régionale, enfin, le déséquilibre fragilise l'intégration et la coopération. Des pays confrontés aux mêmes défis importent séparément des solutions similaires, sans mutualiser la recherche ou les capacités. L'absence de pôles scientifiques régionaux solides empêche la création de chaînes de valeur communes. La région reste consommatrice de savoirs produits ailleurs, malgré un potentiel humain important. Ces conséquences ne sont pas immédiates, mais cumulatives. Année après année, elles enferment les sociétés dans un rôle passif. Ibrahim Traoré relie ces effets à une question centrale. Qui bénéficie d'un continent expressif mais dépendant ? Tant que cette interrogation reste sans réponse opérationnelle, le déséquilibre continue de produire les mêmes résultats. C'est ce constat qui ouvre la réflexion vers l'avenir et oblige à envisager des scénarios possibles pour les mois à venir. Le premier scénario, dit de base, prolonge les tendances actuelles. Les priorités budgétaires restent inchangées avec une forte visibilité culturelle et des investissements scientifiques dispersés. Dans ce cas, les débats se multiplient sans produire de basculement structurel. Les universités continuent de fonctionner sous contrainte, les projets de recherche avancent par à-coups, et les partenariats extérieurs comblent ponctuellement des manques sans créer d'autonomie durable. Ce scénario stabilise l'existant, mais fige aussi la dépendance. Le scénario optimiste suppose un rééquilibrage progressif. Sans abandonner la culture, les décideurs accordent une protection minimale et continuent au budget de recherche, aux bourses et aux infrastructures clés. Les financements deviennent moins événementiels et davantage programmatiques. À court terme, les résultats restent modestes, mais les signaux changent. Les chercheurs restent plus longtemps, les projets arrivent à maturité et les entreprises commencent à s'appuyer sur des compétences locales. Ce scénario exige de la patience politique et une capacité à accepter des bénéfices différés. Le scénario le plus défavorable repose sur une polarisation accrue. Les investissements se concentrent encore davantage sur l'image et la communication, tandis que la science devient presque entièrement dépendante de financements conditionnés. Les talents formés partent
plus vite, les universités se vident de leurs profils les plus qualifiés et la fracture entre visibilité et capacité s'élargit. À moyen terme, cette trajectoire accroît la vulnérabilité face aux chocs extérieurs et réduit les marges de négociation des États. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture. Leur réalisation dépend moins de contraintes extérieures que de choix internes. Une même enveloppe budgétaire peut produire des effets très différents selon qu'elle privilégie la continuité ou l'éclat. La question centrale n'est donc pas de savoir ce qui est possible, mais ce qui est priorisé. À ce stade, une recommandation s'impose en filigrane. Pensez le développement non comme une succession d'événements visibles, mais comme une accumulation de capacités mesurables. Cette approche ne promet pas de résultats rapides, mais elle réduit le risque de dépendance prolongée. Reste à comprendre comment ces choix abstraits se traduisent dans la vie quotidienne de ceux qui regardent et décident aujourd'hui. À ce point du récit, les enjeux cessent d'être institutionnels pour devenir personnels. Pour beaucoup de jeunes, les choix décrits plus haut ne sont pas abstraits. Ils influencent ce qu'il semble raisonnable d'étudier, le temps consacré à apprendre et la valeur accordée à l'effort intellectuel. Lorsque la reconnaissance sociale passe principalement par la visibilité, l'apprentissage profond apparaît lent, solitaire et peu gratifiant. Cette perception n'est pas innée. Elle est construite par l'environnement. Ibrahim Traoré insiste sur un levier souvent négligé, l'attention. Chaque heure passée à consommer du contenu léger est une heure non investie dans la compréhension, l'expérimentation ou la création. Le problème n'est pas la technologie elle-même, mais l'usage dominant qui en est encouragé. Les plateformes récompensent la réaction rapide, pas la réflexion. À terme, cette logique façonne des habitudes collectives difficiles à inverser. Pour les familles, l'impact se traduit par des arbitrages concrets. Faut-il soutenir des études longues et incertaines ou privilégier des trajectoires plus visibles et immédiatement rémunératrices? Pour les étudiants, la question devient intérieure. Persévérer dans un domaine exigeant sans garantie ou se réorienter vers des voies perçues comme plus accessibles. Ces dilemmes individuels s'additionnent et produisent des effets systémiques. Ibrahim Traoré ne formule pas de reproche moral, il décrit une mécanique, une société qui valorise davantage l'exposition que la compétence oriente naturellement ses talents vers l'exposition. Inversement, lorsque la connaissance est respectée, soutenue et rendue désirable, les comportements changent. Le spectateur n'est donc pas extérieur au problème. Il en est à la fois le produit et un acteur potentiel. Cette prise de conscience prépare le terrain pour une question pratique. Si les causes sont connues et les effets visibles, à quoi pourrait ressembler une réponse structurée et réaliste? La réponse proposée n'est ni spectaculaire ni instantanée. Elle repose sur une séquence d'actions cohérentes, mesurables et cumulatives. Ibrahim Traoré décrit d'abord une condition de base: protéger un noyau budgétaire dédié à la recherche, indépendant des cycles politiques courts. Même modeste, ce noyau doit être stable, afin de permettre aux universités et aux laboratoires de planifier au-delà d'une seule année. La deuxième étape concerne la priorisation. Il ne s'agit pas de tout financer, mais de choisir quelques domaines stratégiques liés aux besoins locaux: santé, agriculture, énergie, technologies adaptées. Chaque axe doit être associé à des objectifs clairs, des responsables identifiés et des critères d'évaluation simples. Sans indicateurs, l'investissement se dilue et perd sa crédibilité. Troisièmement, Ibrahim Traoré insiste sur la rétention des compétences. Former sans retenir revient à subventionner les systèmes des autres. Des conditions minimales de travail, des perspectives de carrière et des partenariats locaux peuvent suffire à freiner les départs les plus contraints. L'enjeu n'est pas d'empêcher la mobilité, mais d'offrir une option viable au retour ou au maintien. La quatrième étape touche à la visibilité. La science doit être rendue socialement désirable. Cela passe par une reconnaissance publique des chercheurs, une médiatisation pédagogique des projets et une valorisation des résultats concrets. La culture n'est pas exclue, mais elle cesse d'être la seule vitrine. Enfin, cette feuille de route suppose un changement de regard. Les résultats ne se mesurent pas en mois, mais en capacité accumulée.
Ibrahim Traoré rappelle que l'autonomie intellectuelle n'est pas un slogan, mais une construction patiente, faite de décisions répétées dans le temps. Cette approche ne garantit pas le succès immédiat. Elle réduit cependant un risque majeur: continuer à confondre visibilité et puissance. Reste alors à comprendre pourquoi ce message, pourtant pragmatique, suscite une résonance émotionnelle particulière. Le récit revient naturellement à l'image initiale, celle d'une scène lumineuse et d'un laboratoire plongé dans l'ombre. Cette opposition n'était pas un effet de style, mais un résumé visuel d'un choix collectif. Dans les couloirs d'une université sous-financée, les tables usées et les équipements improvisés racontent une histoire silencieuse, bien différente de celle célébrée sous les projecteurs. C'est ce contraste que le message d'Ibrahim Traoré a rendu impossible à ignorer. L'émotion ne vient pas de la colère, mais de la lucidité. Comprendre que le manque n'est pas toujours une fatalité, mais souvent une conséquence de décisions répétées, crée un malaise durable. Le laboratoire oublié devient alors un symbole. Il représente non seulement des projets abandonnés, mais aussi des trajectoires interrompues, des idées qui n'ont jamais eu le temps de mûrir. Ibrahim Traoré ramène le débat à une question de respect. Une société peut admirer ses artistes et célébrer sa créativité tout en reconnaissant la valeur de ceux qui construisent, expérimentent et cherchent. Lorsque ces deux dimensions cessent d'être opposées, l'ordre des priorités commence à changer. Le rappel est simple mais exigeant. On peut applaudir sur une scène ou investir dans un laboratoire, mais l'avenir se décide rarement sous les projecteurs. Cette idée agit comme un fil conducteur. Elle ne propose pas une rupture brutale, mais un déplacement progressif du regard, et c'est précisément ce déplacement discret mais profond qui donne au message sa charge émotionnelle durable. La conclusion ne prend pas la forme d'un appel à l'affrontement, mais d'une invitation à réfléchir collectivement. Le propos porté par Ibrahim Traoré ne demande pas une adhésion aveugle, encore moins une réponse immédiate. Il propose un déplacement des questions. Au lieu de se demander ce qui attire l'attention aujourd'hui, il invite à interroger ce qui construit des capacités demain. Cette nuance est essentielle car elle transforme un discours en point de départ plutôt qu'en verdict. Dans cette perspective, chacun occupe une place. Les décideurs peuvent revoir des arbitrages budgétaires. Les institutions peuvent rendre la science plus visible et accessible. Les entreprises peuvent soutenir l'innovation locale. Les citoyens, enfin, peuvent réévaluer la valeur accordée au temps, à l'apprentissage et à la compétence. Aucun de ces gestes n'est spectaculaire pris isolément, mais leur accumulation modifie une trajectoire. La question finale reste volontairement ouverte. Dans un monde saturé d'images et de réactions rapides, qu'est-ce qui mérite réellement d'être soutenu sur la durée? Qu'est-ce qui mérite patience, silence et continuité? Le message ne dicte pas une réponse unique. Il rappelle simplement que l'avenir n'est pas façonné par ce qui capte le regard, mais par ce que l'on choisit de construire ensemble.